J'habite ou je lutte. ou je lutte. J'habite ou je lutte. J'habite ou je lutte. J'habite ou je lutte. Je m'appelle Vanessa Jérôme. Je suis sociologue du politique, écologiste, féministe, engagée contre les inégalités et les discriminations. Je suis française, née dans une famille de gens mélangés, venus de plusieurs pays, habités de différentes croyances, courant après de multiples rêves. Je vis depuis peu à Vancouver, sur les terres non cédées des peuples Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh. Mon nom est Pierre-Luc Landry. Je suis écrivain et professeur en études littéraires, culturelles et médiatiques, militant queer à l'identité fluide, engagé contre les inégalités et les discriminations. Je suis québécois, né dans une famille aux origines européennes, issue de la colonisation française des Amériques. J'habite depuis près de 15 ans dans l'espace archipélagique mouvant et indéfinissable des francophonies canadiennes. Je vis depuis peu à Victoria, sur le territoire non cédé des peuples Lekwungen et Wassanich. La sociologie est une lutte. La littérature est un lieu. Au croisement de ces territoires intellectuels, nous nous sommes rencontrés, habités par quelques mêmes colères. Par l'envie de recoudre le monde avec d'autres couleurs, Nous tissons une toile de nos expériences, de nos folies, de nos espoirs. nous partageons un projet. J'habite ou je lutte. J'habite ou je lutte. Une série de conversations thématiques qui entrelacent art, littérature et sciences sociales pour discuter ensemble et avec nos invités de l'état du monde et contribuer à le transformer. Partager lectures, textes inachevés, photos prises sur le vif, souvenirs de films, musique ou sons incalculés, pensées virevoltantes, suspendues, reprises plus tard, plus loin ou abandonnées. Voyager par la pensée. Mettre les mots au pluriel pour faire honneur à la diversité des expériences et des vies humaines et non humaines. Crier nos colères sous toutes leurs formes. Échafauder ensemble des scénarios de transformation du monde. Nous vous souhaitons la bienvenue ici. Nous vous souhaitons la bienvenue ici. J'habite ou je lutte. Épisode 1, Conversation. « 23 décembre 2023. Conversation. C'est le premier thème que nous avons choisi pour ce projet dont j'ai eu l'idée grâce à toi. Oui, grâce à toi. Parce que je t'avais trouvé avant que tu ne me voies. La première fois, c'était sur une photo d'un dîner de collègues du département de français et d'études francophones de l'université de Victoria. Tu avais l'air d'un bibliothécaire geek, sûrement gai, brillant et déjanté. Je me souviens m'être dit en te regardant que si je devais me réinventer ici, je laisserais peut-être derrière moi ma vie de politiste pourtant chèrement conquise pour choisir enfin la littérature. En cherchant ton nom sur le web, j'ai découvert la multitude de projets que tu as poursuivis, ces sommes de travail mises bout à bout, ou plutôt l'une sur l'autre, dans des temps parallèles, vécus ensemble, nécessairement. Parce que nous sommes de ceux qui vivent toutes nos vies à la fois, pour ne renoncer à aucune. Ou presque. Suivant tes traces d'un clic à un autre, j'ai découvert Triptyque et ta collection queer. J'avais raison. Tu étais donc bien de ceux-là, je veux dire de ceux que le monde traverse souvent avec violence et qui, survivant, avec plus ou moins d'efforts et de délicatesse, rendent notre avenir meilleur. De ta collection de livres, j'ai aimé les titres, immédiatement. Comme autant d'allers et retours entre un moi que je sais et un moi dont je rêve, de va-et-vient entre ici et ailleurs, il me promettait des forêts et des montagnes, des lacs, des langues, des vies dites autrement, qui tenaient par d'autres bouts que la mienne, effilochées, ou peut-être pas. D'évidence que je ne connaissais pas. Habitée par l'idée de frontières, les ayant traversées jusqu'à découvrir Vancouver, j'ai cliqué. Dans mon panier d'achat virtuel, le livre de Billy Ray Belcourt, « Cette blessure est un territoire », et quelques autres. Attendant qu'ils arrivent du Québec, je suis passée à autre chose.
J'étais pressée de me construire une vie au plus vite. Alors j'ai poussé toutes les portes que j'ai trouvées sur mon chemin, et l'une d'elles m'a ramenée à toi. Invitée impromptue sur un territoire où personne ne m'attendait, je suis devenue visiting fellow à l'université de Victoria. Le jour de ce colloque de printemps, je suis entrée dans la salle sans fenêtre pour te trouver, ta drôle de bouille et ta crête qui n'est pas celle des Iroquois. Mi-souriant, mi-distant, tu m'as fait place, timidement. Peut-être sans t'en souciant. Dans mon imaginaire, tu étais de mots et de livres, sûrement secrets, et je ne voulais rien gâcher en parlant avec trop d'allant. Je ne voulais pas aller trop vite, déraper en m'en apercevant, comme souvent, et regretter aussitôt l'opportunité trop vite consumée de préserver le mystère que je ne voulais pourtant pas trop entier. On s'est sûrement plus sans se le dire, et l'on s'est vite trouvé, retrouvé. Pas le soir même, tu as fui le restaurant avant même de t'y rendre. Je t'ai pardonné dans l'instant. Retarder le plaisir de la parole vraie, de l'échange, de la rencontre, est déjà une promesse d'amitié. Un peu plus tard, tu as, comme tu l'écris si joliment dans ta préface du livre de Nicolas Dawson et Karine Rousseau, Nous sommes un continent, créé du temps pour nous, du temps à nous. Et alors seulement j'ai osé te proposer ce titre de « Je ne savais pas quoi encore comme projet ». J'habite ou je lutte, avec un accent sur le « u » du « ou », pour faire d'emblée de ce projet, non pas l'expression d'un doute, mais d'une certitude, celle qu'il pouvait exister à partir de nous deux, un espace de partage, de rencontre. Un titre qui exprimait l'intuition que j'avais eue en relisant le titre du livre de Billy Ray Belcourt, que j'avais reçu et lu entre-temps. Cette blessure est un territoire, avait-il choisi d'écrire, plutôt que ce territoire est une blessure. Et dans ce titre s'est nichée l'intuition de la fructuosité d'un renversement. Oui, je voulais renverser quelque chose, retourner mon monde pour le réinventer sur ce territoire meurtri à bien des égards, où je m'étais installée en toute inconscience et où il était possible d'espérer. Comme l'écrit Billy Ray, le futur est déjà arrivé, mais cela ne veut pas dire que nous n'avons nulle part où aller. Après le plus grand confinement de l'histoire de l'humanité, à l'heure de l'urgence climatique, des criantes inégalités, des discriminations de toutes sortes et de la plus dévastatrice perte de biodiversité, je voulais tracer une autre ligne, et pourquoi pas, une autre trajectoire. Une trajectoire qui croiserait la tienne, à l'endroit où tu accepterais. Tu as dit oui sans savoir à quoi tu t'exposais. Dans le clair-obscur d'une promesse faite à soi et à l'autre, tu as accepté de jeter quelques-unes de tes propres forces dans un projet autant que dans une amitié. Depuis, nous sommes entrés en conversation. Converser. Dans ce temps décalé de la feuille électronique, la veille d'un Noël qui ne me happe pas tout entière. Je suis ici, tu es ailleurs. Nous avons prévu de nous voir plus tard, par ce petit trou de caméra qui accueille la plupart de nos échanges depuis que je ne suis pas retournée à Victoria. Puisque dans ce pays aussi, on assassine les forces vives académiques des sciences sociales, les couloirs budgétaires sont en effet trop étroits pour que j'espère entendre ta voix de collègue derrière la cloison à chaque semestre. Notre envie de penser et de lutter ensemble a dû trouver d'autres prétextes, d'autres supports, d'autres temporalités. Ils sonnent comme des promesses, et c'est en savourant le plaisir qu'ils me procurent déjà qu'aujourd'hui je te laisse. Dans le silence que mon point final crée, débute l'attente. Elle sert d'écrin au temps qui va s'étirer jusqu'à ce que je puisse te retrouver en chair et en os. Dans les interstices de nos occupations, préoccupations, je profite déjà de la joie que me procure le fait de savoir qu'il n'est nul besoin de nous voir pour converser. À vite, mon ami. Dimanche 18 juin 2023, dans un café du centre-ville de Victoria. Très, très cher ami, je te réponds avec un grand retard qui toutefois me paraît moins tragique en raison de la petite erreur sans conséquence qui ouvre ta lettre, datée du 23 décembre 2023. Je réponds à une correspondance qui ne me serait pas encore parvenue. Ça me rassure en quelque sorte, tout autant que le contenu de ta belle lettre d'ailleurs, puisque je me sens moins inadéquat, moins seul dans mes anxiétés démesurées.
Tu le sais maintenant, je suis toujours en retard, désynchronisé, en décalage. J'ai besoin de temps et c'est une denrée rare que je n'ai pas appris à consommer et à organiser. Je résiste. Donne-moi quelque chose qui ne finit pas. C'est le titre du deuxième album de l'artiste québécoise Stéphanie Lapointe, paru en 2009, et c'est aussi quelque chose comme une prière, une supplication que j'adresse à je ne sais trop qui lorsque je sens la texture particulière du temps me passer entre les doigts. Nous nous sommes rencontrés il y a à peine plus d'1 an, en contexte de performance, une conjoncture qui souvent révèle les universitaires pour ce qu'ils sont vraiment, c'est-à-dire prétentieux et m'as-tu vu, m'as-tu entendu surtout. Nous nous sommes rencontrés alors que j'avais peine à respirer et à aligner 2 phrases complètes sans mourir un tout petit peu chaque fois en raison d'un vilain rhume. D'autant plus vilain que je sortais d'un isolement de 2 années passées à ne côtoyer personne ou presque. Plus tard, il sera intéressant de réfléchir à cette longue période pandémique, mais pas tout de suite. Les blessures sont encore trop vives, même si tout autour nous incite à faire comme si rien ne s'était passé, comme si 690 millions de personnes n'avaient pas été malades, comme si près de 7 millions d'entre nous n'avaient pas succombé. Nous nous sommes rencontrés il y a à peine plus d'1 an et j'ai tout de suite été happé par l'enthousiasme de ton intelligence vive et l'absence complète et totale de prétention dans ton maintien néanmoins élégant. Tu le sais maintenant, je suis un être très sensible, facilement décontenancé par la condescendance qui règne dans le milieu universitaire, par l'intimidation constante et continue de ceux et celles qui maîtrisent des canons que je ne possède pas. Tu as pris la parole, tu as réfléchi à haute voix, tu nous as invités à réfléchir avec toi et à penser ensemble les mondes que nous observons. Tu as immédiatement signalé ta curiosité, même si tu racontes dans ta lettre avoir fait preuve de retenue. Je dois t'avouer que là-dessus, tu as complètement échoué et c'est tant mieux. Parce que cette flamme que tu aimais, je la connais et je la reconnais entre toutes. C'est celle avec laquelle j'ai répondu oui sans même réfléchir à ta proposition de créer quelque chose ensemble, toi et moi. Tu as proposé un titre et j'y ai adhéré. J'habite où je lutte. Nous ne savions pas à quoi cela allait ressembler, nous ne le savons pas exactement tout à fait encore, mais nous cheminons et c'est le trajet qui semble nous intéresser davantage que la destination. Un trajet qui nous inscrit dans la politique snuff du moment techno-porno-punk de notre espèce, pour reprendre les termes de Paul Béatrice Preciado. Face à l'extinction, à l'effondrement et aux autres catastrophes, nous pensons à faire quelque chose. J'habite où je lutte nous permet d'enregistrer, d'archiver et de diffuser ce laboratoire de la pensée que nous élaborons en partage et que nous allons structurer par une série de conversations. C'est autour du concept de conversation que l'écrivaine Stolo Lee Maracle organise son essai de 2017, My Conversations with Canadians, traduit en français en 2022 par Anne-Marie Régimbald sous le titre « 13 conversations ». Tu as proposé de débuter par là, de commencer par un texte, parce que nous sommes des personnes fondamentalement textuelles, des êtres de mots, et parce que Maracle, sans le savoir, nous a en quelque sorte accueillis tous les deux sur le territoire que nous occupons en ce moment, sans le consentement de ses premiers habitants. Je n'ai rencontré Lee Maracle qu'une seule fois, en octobre 2017, dans le cadre d'un événement à Toronto. J'arrivais tout juste de Québec où j'avais participé la veille à un colloque qui s'était très mal déroulé pour ma collègue et moi, lors duquel on nous avait bien fait comprendre que notre réflexion et nos recherches étaient inadmissibles dans le contexte rigide de l'ethno-nationalisme universitaire québécois. Nous avions touché à l'intouchable, nous avions nommé l'innommable, et nous méritions alors d'être couverts et couvertes d'opprobre. J'étais à l'époque enseignant-chercheur au statut précaire, j'essuyais échec après revers et j'avais décidé que le temps était venu de cesser de m'acharner. J'allais terminer mon contrat et me réorienter sans savoir dans quelle direction. J'étais épuisé par les efforts constants et surhumains que je devais fournir pour être, au mieux, toléré par l'institution. J'avais donc choisi d'abandonner. À Toronto, je participais à un panel magnifiquement intitulé « Writing in Dangerous Times » qui m'a permis ainsi qu'à d'autres d'explorer cet épuisement et les violences quotidiennes que nous subissions dans le milieu universitaire et littéraire. Dès que la modératrice a invité le public à intervenir, une femme dans l'audience s'est levée pour prendre la parole et nous fustiger. Sur la scène, nous étions jeunes et n'avions donc aucune raison de nous plaindre.
Et c'est à ce moment que Lee Maracle, dans l'audience elle aussi, s'est levée à son tour pour demander à cette femme de faire preuve d'un peu de respect à l'égard des histoires que nous venions de partager et de leur difficile honnêteté. Elle a prononcé quelques phrases tout au plus, des phrases brèves et simples, légitimant en quelque sorte les affects que nous partagions malgré la position très différente que nous occupions dans le monde. Sans le savoir, à travers cette manifestation désintéressée de solidarité et de care, Lee Maracle m'a permis de revenir sur ma décision et de rester à l'université. 2 ans plus tard, je prenais un avion depuis Kingston, en Ontario, pour venir m'installer ici, à Victoria, sur le territoire des peuples Lekwungen et WSÁNEĆ, peuples salish du littoral, tout comme la nation Stolo dont fait partie Lee Maracle, des peuples culturellement et linguistiquement très proches. Tu le sais maintenant, je suis toujours en retard, désynchronisé, en décalage. J'ai besoin de temps. C'est donc plusieurs années après cette rencontre décisive que j'ai enfin lu les conversations de Lee Maracle, malheureusement décédé depuis, et que sont remontées à la surface toutes les émotions ressenties ce samedi d'octobre 2017, alors qu'elle venait à ma défense sans même me connaître, et qu'elle m'enveloppait de la chaleur de sa flamme à elle, ranimant la mienne qui menaçait de s'éteindre. Maracle ouvre son essai ainsi, je cite: « Vous êtes toujours assis ou assise un peu loin de ma table de cuisine, mais vous occupez une grande place dans mon esprit, alors j'ai pensé que j'aimerais bavarder avec vous. Dans le texte qui va suivre, vous n'êtes pas invité à me répondre et je m'en excuse. J'ai pris sur moi de gribouiller quelques réponses à des questions qui me sont souvent posées. J'espère créer, grâce à ce livre, un espace de discussion. Nous nous rencontrerons peut-être un jour dans un événement lié à la justice, mais maintenant, dans mon imagination, vous vous trouvez dans ma cuisine. » C'est à toi et à moi qu'elle parle, entre autres. C'est pour toi et moi qu'elle écrit. Maracle nous invite à participer à la conversation, moi, Canadien blanc, et toi, Canadienne blanche, l'un originaire du Québec, l'autre de France, quelques kilomètres plus à l'est. Si tu le veux bien, chère Vanessa, j'aimerais que tu me racontes une fois encore ta rencontre avec Maracle, avec son texte. Je ne crains pas les répétitions et il faut rappeler de toute manière que nous avons, nous aussi, choisi d'entrer en conversation, ensemble bien entendu, mais également avec un public plus large, un public que nous allons apprendre à connaître au fur et à mesure que nos carnets de recherche et de création seront diffusés et engageront dialogue, conciliabule, jazette et discussion. Dans l'attente, permets-moi de te raconter une autre histoire, très courte, celle-là, dont je ne connais pas la morale, mais qui pourtant me procure une certaine forme de contentement folichon chaque fois qu'elle se rappelle à moi, chaque fois que j'ouvre le livre de Maracle. Février 2023. Je suis étendu dans la baignoire, les lumières sont tamisées, de la musique électro me parvient depuis la cuisine. Il est 23 heures, je suis immergé dans une eau chaude et parfumée, un livre à la main, fidèle à mes habitudes de grande bourgeoise des années folles. J'entame la 10e conversation de Lee Maracle, celle portant sur l'appropriation. Je lis les 2 premiers paragraphes, puis je tourne la page 100, et une minuscule feuille tombe sur mon visage, une feuille arrachée à un arbre ou à une plante. Séchée, fragile et jaunie, faisant à peine quelques centimètres de surface, elle se distingue par ses 3 lobes entiers et je n'arrive pas à comprendre d'où elle provient, pourquoi elle se trouve là, dans ma copie du livre, achetée en librairie, donc neuve. Tout de suite, je me souviens des après-midi d'été passés chez ma grand-maman Adrienne, à cueillir plantes, fleurs et autres végétaux et à les écraser entre les pages d'un grand dictionnaire ou d'une encyclopédie pour en faire des herbiers. Une activité à laquelle je repense souvent avec nostalgie et que j'aimerais reprendre pour son potentiel méditatif et ses qualités esthétiques un peu désuètes et poussiéreuses. Je me souviens des herbiers de ma jeunesse, mais l'ouvrage est récent, alors le mystère de cette feuille délicate et singulière demeure entier. Je prends mon téléphone et j'ouvre cette appli développée par le National Geographic et la California Academy of Science qui permet d'identifier plantes et animaux avec la caméra de l'appareil. Verdict, il s'agit de la feuille d'un érable de Montpellier, Acer monspeciulanum, un érable du pourtour méditerranéen qu'on trouve en France, de la Vendée à l'ouest jusque dans la vallée de la Moselle à l'est. Même si je peux confirmer qu'il s'agit bel et bien d'une feuille de cet arbre, me voilà encore plus confus. Je suis sur un autre continent, sur une île de l'océan Pacifique, dans la baignoire.
Comment cette feuille d'un érable européen a-t-elle pu se retrouver dans un livre de Lee Maracle à Victoria, en Colombie-Britannique? Mais voilà que je me souviens de quelque chose d'autre et que le voile de mystère entourant l'affaire se soulève, la révélant dans toute sa banalité. Quelques mois plus tôt, j'ai apporté l'essai de Maracle dans mes valises alors que je faisais un court séjour à Metz, en Lorraine, justement, sur les bords de la Moselle. Même si je ne me rappelle pas avoir glissé une petite feuille d'érable entre les pages de ce livre, c'est l'explication la plus logique. Je l'ai trouvé par terre ou sur la manche de mon coupe-vent et je l'ai sans doute trouvée suffisamment jolie pour la conserver en la plaçant délicatement entre les pages du livre le plus près de moi, à ce moment-là. Et ce contentement folichon évoqué il y a quelques instants m'envahit alors. Par un heureux hasard, je suis assis avec grand-maman dans la cuisine d'où Lee Maracle nous adresse ses conversations et l'espace se télescope. Vancouver, Victoria, Saint-Antoine-de-Pont-Briand et Metz s'incarnent dans la baignoire et confirment une intuition que je veux développer avec toi, cher ami, à travers nos conversations. La littérature est un lieu. Et c'est là-dessus que je te quitte dans l'attente fébrile de ta prochaine lettre. À toi pour toujours, Pierre-Luc. 19 juillet 2023. Mon bel ami, ta lettre m'a fait si chaud au cœur. Je crois que j'ai même un peu rougi. Je n'ai pas assez de temps pour t'écrire longuement, juste assez pour me souvenir, grâce à toi, du lieu de ma naissance tout d'abord. Oui, je veux parler de ce Montpellier qui a donné son nom à ta feuille d'érable retrouvée. Son béton se dresse en pleine garrigue, cette formation végétale méditerranéenne des sols calcaires, constituée de chênes kermès, d'arbustes odorants aux feuilles persistantes et de coriaces. Cistes, arbousiers, lentisques, myrtes, lavandes, thym. L'air salé de la Méditerranée passe entre les murs de cette ville. Le sable de l'Afrique du Nord s'y engouffre parfois en tempête. Il y fait chaud, de plus en plus chaud. On y étouffe désormais. Dans cette chaleur dont nous sommes coupables depuis la fin du XIXe siècle et encore plus depuis ce que l'on appelle la grande accélération des années 70, celles qui m'ont vu naître. Je suis fille de ces décennies gavées de pétrole, de pesticides, de polluants éternels, de plastique, de toutes ces matières salopes qui ruissellent, s'amoncellent, s'enquistent dans nos corps et dans nos vies. Il faudra bien trouver le temps d'en finir avec elles, d'une manière ou d'une autre. Ensuite, me souvenir de la colère qui m'habite, depuis tant d'années que je n'en sais plus la source. Une source qui ne s'est pas tarie quand j'ai posé le pied ici, bien au contraire. Sur tous les territoires, les ignominies s'accumulent, décidément. C'est ce que j'ai pensé, oui, peu après mon atterrissage en Colombie-Britannique. Tu veux que je te raconte encore ma rencontre avec les mots de Lee Maracle? Allez. La première fois que j'ai marché le territoire de Vancouver, au-delà de ma zone d'hébergement provisoire, j'ai été arrêtée par une pancarte. No trespassing. Je ne connaissais pas bien la ville et il m'a fallu un moment pour réaliser que je me trouvais devant l'une des entrées de la réserve Capilano numéro 5. Je savais que l'image d'un Canada amical et pacifique qui aurait mieux traité les peuples autochtones que son voisin américain était un mythe au moins aussi problématique que celui qui fait de la France le pays des droits de l'homme. Sauf bien sûr si l'on comprend que l'humain de la phrase est un homme cis, blanc, hétérosexuel, éduqué et au moins un peu riche. Je le savais, mais il a fallu que je sois arrêtée, littéralement, par cette matérialisation de la colonisation pour comprendre ce qui s'était passé et ce qui se passe encore ici. Cette pancarte m'a fait colombe par les jambes, par le corps, et pour la Française de métropole que je suis, elle a résonné au-delà de mes consciences des Outre-mer d'avant. Sur le coup, j'ai souhaité prendre un avion pour n'importe où ailleurs. Mais reste-t-il seulement une terre où quelques-uns pourraient cuver leur culpabilité sans qu'elle n'incommode ou n'insulte, par son inutilité historique, puisqu'il est trop tard, celles et ceux dont elles ont brisé l'histoire et saccagé le territoire? Je suis restée, pour des raisons qui ne dépendent pas toutes de moi, mais aussi parce que je me suis accrochée à cette phrase écrite par Lee Maracle, autrice de La Nation Stolo, dans son livre « My Conversations with Canadians ». Elle écrit « Il y en a parmi nous qui pensent que les Canadiennes et les Canadiens devraient retourner dans leur pays d'origine. Pas moi. J'espère plutôt qu'ils et elles s'éprendront de cette terre de la même manière que moi, en s'y consacrant pleinement, de façon responsable et pour la vie. » Alors depuis, je vis dans cette colonie de peuplement que l'on appelle le Canada et qui aurait pu rester l'île de la Tortue.
Je vis sur les terres non cédées des peuples Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh. Et chaque jour, j'essaie de trouver les moyens d'exaucer le vœu de Limerickle. Aimer cette terre et la respecter. Tu le vois, mon ami, tant de choses du passé et du présent se mêlent ici. Elles résonnent, j'imagine, avec l'esprit de tant d'autres gens avec qui nous voulons, grâce à ce projet, entrer en conversation. Pour dire notre idée du monde, son équilibre fragilisé, et la force et la détermination qu'il nous faut pour faire converger les luttes pour une vie digne. C'est tout l'objet de ce projet, qui entremêle connaissances et expériences et qui m'engage, sociologue que je suis, car la sociologie est une lutte, et qu'elle tisse, tout comme la littérature, à la fois nos conversations et l'avenir meilleur pour lequel nous nous battons. Il est tard, je dois filer. À vite, mon précieux ami. Alors, je voulais qu'on ait une discussion à propos du livre de Limerickle que j'ai lu en anglais, My Conversations with Canadians, qui est publié en français sous le titre de 13 conversations, parce que c'est, comme je le disais dans ma lettre, c'est une lecture qui a été extrêmement structurante pour moi à mon arrivée au Canada. Et évidemment, le titre de cet épisode de conversation est hérité de la lecture de ce texte de Limerickle qui est vraiment important et que je voudrais vraiment partager. J'aimerais vivre dans un monde où ce texte circule entre toutes les mains. Ce sont des textes, ça fait partie des textes qu'on voudrait que tout le monde lise, dans le fond. Alors, on va essayer de donner envie de le lire, en tout cas. Alors, la rencontre avec le texte de Limerickle arrive au moment où, en fait, ma propre migration s'étire déjà depuis plusieurs mois, à partir de janvier 2021. Alors, je dis s'étire parce qu'en fait, on a souvent l'impression qu'une migration, c'est je pars à un instant T d'un point de l'univers, puis j'arrive à un autre instant T dans un autre point de l'univers. Mais en fait, moi, je crois que la migration, ça prend pas fin avec l'atterrissage ou l'arrivée. Et que c'est une expérience qui est à la fois très enthousiasmante et puis douloureuse aussi, et que l'apprentissage d'un nouveau territoire, ça prend du temps, un territoire qui n'est pas nécessairement celui qu'on avait fantasmé. Alors voilà, je dis au moment de ma migration. Moi, je venais d'Europe, où les mobilisations qui comptent pour moi, celles contre le changement climatique, contre les violences policières, contre la haine raciale ou bien la montée des inégalités, avaient connu un important renouveau dans les 5-6 dernières années, malgré les répressions, malgré la criminalisation croissante des militants, des citoyens engagés. Et puis à un moment où je vivais, mais je crois que je suis pas la seule, encore dans cette espèce d'angoisse, à tout le moins, qu'avait matérialisé la pandémie de Covid, qui est pour moi vraiment le moment où on a démontré, pas simplement ressenti, mais démontré la vulnérabilité de nos vies. La précarisation finalement de nos organisations sociales et puis le niveau incroyable de mauvaise gouvernance. On a tous été sur des points différents de la planète et on s'est tous sentis mal gouvernés. Absolument. À ce moment-là, c'était vraiment important. Je suis arrivée, puis j'avais des épreuves d'un livre qui allait paraître à relire, et du coup, j'étais évidemment là-dedans. Et quand je sors la tête de l'eau, en fait, on est déjà début mai. Le temps avait filé, et je suis partie à la découverte, finalement, de ce territoire à partir de Vancouver. Et là, pour moi, c'est une suite de chocs. Le premier choc, c'est celui de la rencontre, je le disais aussi dans ma lettre, avec la réserve Capilano 5, qui est juste de l'autre côté du Lionsgate, le grand pont de Vancouver, qui est magnifique. Et ce moment, cette rencontre avec la réserve, elle matérialise pour moi ce que c'est qu'une colonie de peuplement. Et ça fait vraiment résonner cette phrase en moi, et une autre que quelqu'un m'avait dit, je me souviens plus qui m'avait dit: ici toutes les luttes sont à propos de qui possède ou pas la terre. Oui.
Oui, et j'avais pas réalisé ça. Moi, je venais d'ailleurs et j'avais pas réalisé ça. J'avais pas non plus réalisé, c'est arrivé à ce moment-là, hein, finalement, l'ampleur, la gravité, je dois dire la profondeur historique des violences contre les filles et les femmes autochtones et puis contre les personnes Two-Spirit LGBTQIAP+, ici, parce que c'est le moment de la journée nationale de la robe rouge, le 5 mai. Oui. Et puis, du coup, je lis plein de choses sur cette fameuse autoroute des larmes qui balafre en fait la Colombie-Britannique. Je prends conscience de ça, de ce qui arrive à ces femmes. Je prends aussi très vite conscience, hein, 2 semaines plus tard, parce que c'était le 22 mai 2021, je crois, un des restes des 215 enfants inhumés, des tombes non marquées du pensionnat de Kamloops. Et à ce moment-là, à Vancouver, juste à côté de l'endroit où je suis, il y a la Vancouver Art Gallery. Et il y a ce mémorial que les gens improvisent avec les petites chaussures, avec les photos, avec les bougies, pour montrer, concrétiser cette découverte ici. Et puis un tout petit peu plus tard, mais en septembre de la même année, il y a mon attention, le choc aussi de la découverte des montées des violences et des arrestations des militants écologistes sur 2 sites, celui de Fairy Creek, qui est pas très loin de toi, sur l'île de Vancouver, qui est, je crois, on le dit en tout cas, j'espère que je me trompe pas, le plus grand mouvement de désobéissance civile de l'histoire du Canada. C'est pas cette rien, fameuse quand même. lutte. Mais non, c'est pas rien parce qu'il y en a eu d'autres. Il y en a quand même eu quelques-unes, notamment à l'est du Canada, évidemment. Mais donc il y a cette lutte pour protéger les vieux grands arbres. Et puis l'autre qui me marque beaucoup, c'est les luttes sur les terres ancestrales de la Première Nation Wet'suwet'en, dont une partie des membres s'oppose depuis plusieurs années. Je l'apprends à ce moment-là à TC Energy et son gazoduc à un Coastal GasLink dans le nord de la province. Oui, les images de ces arrestations ont fait le tour de la planète et elles sont vraiment extraordinaires dans le mauvais sens du terme. Ce sont des images qui captent l'attention et on prend toute la mesure de la violence policière envers les Autochtones, incluant les aînés autochtones de la nation Wet'suwet'en. Oui, absolument, absolument. On voit, hein, je crois que c'est une femme qui est là, qui est avec son manteau, je ne sais pas comment on dit, c'est pas une couverture, c'est un manteau traditionnel qui est absolument maltraité. Il y a beaucoup de femmes, évidemment, sur ce territoire. Voilà, et à ce moment-là, c'est vrai qu'un peu toutes mes intérêts, mes objets d'engagement s'encastrent finalement dans la même image. Hein. Les femmes, le féminisme, l'écologie, les violences policières, les discriminations, la justice sociale. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment un moment qui s'étire sur quelques mois et qui est un moment de choc. Et à ce moment-là, même si ça me surprend, j'ai conscience que je suis française, de ce peuple qui a posé ses pieds, alors pas complètement en premier, parce que je crois que les Vikings étaient venus faire un tour avant, mais ils étaient repartis, ils étaient juste là pour pêcher. Je fais partie de ce peuple, de cette nation qui a commencé à conquérir ce territoire par l'Est. Je suis blanche aussi. Et à ce moment-là, j'ai honte, j'ai vraiment honte. Je suis en colère. Une colère que je ne sais pas nécessairement gérer sur le moment, parce que j'enrage en fait contre ceux qui ont massacré et qui continuent de le faire, contre ceux qui ont pollué et qui continuent de polluer, ceux qui sont complices aussi, soit par leur silence, soit par leur active participation. Parce que finalement, il n'y a pas tant de gens que ça qui, pour de vrai, sont touchés par ces choses que je découvre. En tout cas, dans les nouveaux arrivants, dans mon entourage, il n'y en a pas tant que ça. Et que ça m'agace, bien sûr. Voilà, et moi, je cherche ma place, en fait, dans cette mosaïque complexe de colère, de culpabilité, d'impuissance aussi. Et la vérité, c'est que sur le moment, je cherche à partir. Je me dis, je ne peux pas rester sur ce territoire. Je ne peux pas.
Et la rencontre avec le texte de Lee Maracle, elle vient à point nommé en réalité, parce que je suis dans ce moment où je trouve que le sol est trop fin, il est trop friable, il est glissant. Moi, j'ai besoin d'histoire, de sentir l'histoire qui pèse sur moi dans les bâtiments, sous le goudron des rues. Et là, je le sens pas. Alors, pas seulement l'histoire longue des pays, mais aussi les histoires qu'on se raconte, qu'on se transmet de génération en génération, qui mettent en ordre le monde, hein, et puis l'expérience sensitive de la société qu'on a. Alors à ce moment-là, j'ai voulu lire plein de livres. Je voulais plus lire que des auteurs autochtones. Je voulais vraiment découvrir le pays dans lequel j'avais, moi, atterri, avec leurs yeux, avec leurs mots, avec leurs imaginaires. Mhm. Et donc, je traîne dans les librairies et il n'y a pas de livre en français à Vancouver. Je le regrette, mais ce serait un autre sujet. Et je découvre Lee Maracle, dont on reparle en réalité au mois de novembre, donc tout de suite après ces séquences de choc, parce qu'elle vient de mourir le 11 novembre. Et je découvre son livre dans la librairie où je vais, et je le découvre en anglais, My Conversations with the Canadians, et je trouve dans les mots de Lee Maracle une invitation à rester malgré tout ce que je suis en train de ressentir, mais rester pas n'importe comment. Et c'est cette fameuse phrase qui retient mon attention et que je citais dans ma seconde lettre à toi, et que je recite là, hein. Elle écrit: il y en a parmi nous qui pensent que les Canadiens et les Canadiennes devraient retourner dans leur pays d'origine. Pas moi. J'espère plutôt qu'ils et elles s'éprendront de cette terre de la même manière que moi, en s'y consacrant pleinement, de façon responsable et pour la vie. Et en fait, toute ma présence ici a tenu sur cette phrase à partir de ce moment-là. Qui est une phrase quand même magnifique et qui ouvre le texte de Maracle, mais même avant d'arriver à cette phrase, il y a ce qui peut sembler super anodin, mais qui, à mon avis, ne l'est pas du tout, et je sais que tu partages mon opinion là-dessus, mais c'est ce titre, My Conversations with Canadians, 13 conversations en français, un titre qui a informé le thème de notre épisode d'aujourd'hui, et un titre aussi qui est en relation avec quelque chose, ce sur quoi j'aimerais insister tout de suite, et ce qui a littéralement été perdu, lost in translation, malheureusement, entre l'original publié en anglais et en 2017 par Book Hug et la traduction en français en 2022 chez Varia. C'est l'incroyable illustration en première de couverture de l'original qui est tirée d'une série qui s'appelle Conversations with the Land de l'artiste Jamie Black. Jamie Black, c'est une artiste multidisciplinaire d'origine Anishinaabe et finlandaise, dont tu as déjà glissé un mot il y a quelques instants. C'est elle qui est à l'origine du projet des robes rouges, entre autres. Donc, c'est un de ces projets qu'elle inscrit dans une démarche qui entre en relation avec le territoire à la manière du land art. Donc, elle crée des installations sur le terrain, sur la terre, pour nous faire réagir, et pour nous faire réagir ne serait-ce bien sûr par rapport au sujet, au propos de l'œuvre, mais aussi à son inscription dans le territoire. Et donc la série de photographies qu'elle a réalisée, Conversations with the Land, c'en est un super exemple. Bon, je dis la série de photographies, mais c'est-à-dire qu'on a utilisé une image, une photographie pour la première de couverture, qui est un détail d'une performance Lean To, qui a été présentée en 2017 au Plugin Institute of Contemporary Art à Winnipeg. Et c'est une image magnifique. C'est vraiment une image qui est très, très, très puissante. Oui, mais c'est fou parce que tu as raison, j'avais pas réalisé, en fait, comme moi j'ai eu le livre entre les mains en anglais, que j'ai trouvé cette image magnifique, j'ai pas réalisé qu'elle n'avait pas été reproduite sur la couverture de la publication en français. Mm-hmm. Et c'est vrai que c'est une image magnifique où on voit, donc il y a des bois dans le fond de l'image comme éclairés, on imagine peut-être par un soleil couchant ou levant, on ne sait pas trop. Et puis au premier plan, il y a des herbes toutes vertes, et puis il y a un individu, un humain ou une humaine, je ne sais pas, qui est accroupi, tête baissée, on voit ses cheveux un peu bouclés, pris dans une couverture ou un tissu gris, pieds nus, donc vraiment comme dépouillé, vraiment dans un très, très peu d'apparat.
et qui est placé au centre en fait d'un ensemble de troncs d'arbres qui est disposé en étoiles sur le sol comme ça. Et moi, quand j'ai vu cette image, j'ai tout de suite pensé que c'était je ne sais pas si c'est le cas du tout, j'interprète complètement, j'ai tout de suite pensé que c'était un tipi effondré, en fait, comme les branches d'un tipi qui se seraient effondrées sous le sol, et puis le tissu du tipi qui serait venu entourer, finalement, envelopper le seul personnage, seul, esselé et solitaire, comme on dit, seul là, au milieu finalement de cette installation. Alors c'est peut-être même pas du tout peut-être ce que l'artiste a voulu dire, mais moi j'avais le génocide colonial en tête. Et voilà, et je me suis dit, avant il y avait un peuple et maintenant il y a des tout seuls. Il y avait des maisons, des habitations qu'on a considérées comme non conformes, qu'on a aussi déstructurées complètement, et les unités familiales qui allaient avec. C'était un peu comme le résultat de ce génocide. Oui, et que ce soit l'intention de l'artiste ou pas, c'est une interprétation qui est très, très, très valable et qui permet aussi beaucoup de prises et d'entrées dans l'image par plein de canaux différents. Et moi, c'est par le titre, en fait, de cette image. Bon, bien sûr, l'image elle-même m'a beaucoup intéressé. Et donc, je suis entré sur la page des crédits du livre pour aller vérifier, bon, elle vient d'où, cette image? Et c'est là que j'ai vu Conversations with the Land de Jamie Black. C'est un titre qui fait écho, mais on ne pourrait, de manière plus parfaite, au titre du livre de Miracle, My Conversations with Canadians, et à la représentation visuelle de ce qu'une conversation pourrait être aussi, parce que là, on a une personne qui est seule, tu l'as dit, alors qu'on ne s'imagine pas que c'est possible d'entrer en conversation quand on est seul, mais on peut entrer en conversation avec le territoire, et donc on n'a pas nécessairement besoin d'être deux pour le faire. Et je pense que tout d'abord, ça nous aide aussi à comprendre en tant que Canadiens, Canadiennes non autochtones, que lorsque les peuples autochtones disent qu'ils sont de la terre, qu'ils viennent de la terre, il ne s'agit pas d'une métaphore. Et pour moi, c'est aussi ce que cette image nous raconte. C'est la connexion vraiment extrêmement importante entre le territoire et l'être humain qui le peuple. Et je pense que ça nous force, en tout cas dans une certaine mesure. Pour moi, je regarde cette image et je me dis, j'ai pas d'autre choix que de remettre en question ma propre relation au territoire. Une relation qui bien sûr, j'espère, qui est un peu décomplexée, mais qui néanmoins est héritière de la modernité positiviste et du capitalisme racial, qui fait en sorte que je me retrouve sur ce territoire, moi, aujourd'hui, en 2023. On en a parlé il y a quelques instants à travers les lettres qu'on s'est échangées, mais ma famille, elle est venue aussi pendant la première colonisation de l'Amérique. Donc, je me retrouve ici à cause de ces forces-là, les forces de la modernité et du capitalisme racial. Et ça me force, moi, ça m'encourage, enfin, à me demander comment j'en suis venu à occuper un territoire, ce territoire précis, et comment je suis arrivé à contribuer à sa destruction aussi. Et ça, je pense qu'avec l'image de Jamie Black ici, on a vraiment un appel, tout comme Lee Miracle appelle les Canadiens et les Canadiennes dans son livre à réfléchir à ces questions. Mais l'image de Black nous amène aussi à reconsidérer comment on envisage ce territoire qu'on considère comme étant le nôtre ou celui du pays et qu'on prend pour acquis. Et tandis que Miracle nous parle depuis la table de la cuisine, j'ose imaginer qu'elle nous invite avec Jamie Black à entrer nous-mêmes et nous aussi en conversation avec le territoire avant qu'il soit trop tard, avant que la seule représentation possible de notre relation à ce territoire soit celle qu'on voit sur l'image de la première de couverture. Oui, ça me plaît beaucoup ce que tu dis ça, parce que je crois que sur ce territoire, il y a ceux qui y sont nés, et puis je ne me permettrai pas de parler pour eux. Et puis il y a ceux qui y viennent, et avec une histoire plus ou moins longue. Moi, je suis pas particulièrement jeune, j'ai eu une vie avant, des vies avant.
Et moi, quand je suis arrivée ici, je suis arrivée aussi avec mon esprit d'écologiste, d'engagé. Et je me suis dit, voilà, on a détruit nos modes de vie, à défaut que ce soit ma famille directement, puisque je ne suis pas née là. Nos modes de vie capitalistes, consuméristes, ont fait que moi aussi, j'ai contribué, évidemment, à la destruction de ce territoire, à son appauvrissement. Et c'était ça ma colère. Ma colère, c'était de constater à quel point il nous avait fallu si peu de temps, à nous les Blancs, pour détruire un territoire qui avait été sauvegardé, habité par les peuples autochtones depuis des millénaires, des temps immémoriaux, disent-ils. Et c'était ça ma colère. Et en fait, sans Lee Maracle, j'arrivais pas à l'attraper. Ça me faisait penser à ce que Nicolas Dawson et Karine Rousseau, dans leur correspondance Mestissa, Nous sommes un continent, qui a été publié d'édition Triptyque, disent il faut accueillir le sentiment de la colère sans qu'il prenne toute la place. Et voilà, et j'en étais là quand j'ai rencontré le texte de Lee Maracle. Et grâce à elle, j'ai compris que en fait, je vivrais jamais paisiblement ici, si je décidais de rester. Et que du coup, je supporterais d'y vivre que d'une manière engagée. Mais qu'en fait, je devais me chahuter moi-même ici aussi, à cet endroit-là, parce que l'engagement tel que je l'avais connu en France était pas adapté à ce territoire, à son histoire, à ses réalités, et que du coup, j'allais me retrouver une fois encore, mais d'une autre manière, dans un espace qui est celui de la frontière. Et là, j'ai encore pensé au livre de conversation, d'ailleurs. Oui. Il y a une conversation entre Nicolas Dawson et Karine Rousseau qui s'écrivent, un peu comme nous, on l'a fait, et qui disent à propos de cette frontière que c'est je les cite, un espace où tous les mondes se touchent, une marge où peuvent coexister les corps possibles et les corps sociaux, les utopies politiques et les violences systémiques. Et voilà, je suis dans cet inconfort permanent au bord de ce précipice quand je vis ici, et j'ai pas le choix finalement que de faire quelque chose de cette position. Et là encore, Lee Maracle m'aide, nous aide, je crois, parce que elle nous montre la voie, elle nous montre les chemins. Elle dit qu'en fait, pour pouvoir rester ici, il faut y rester de manière engagée, dans le fond, qui est un peu la manière Stolo. Elle dit, une fois que nous sommes engagés à faire quelque chose, nous le faisons avec courage et conviction. Et je crois que c'est une manière Stolo qu'il faut avoir envie d'imiter. Je ne sais pas si on peut le faire, ou si on y arrive, mais en tout cas, c'est cette ligne que moi, je voulais suivre. Et puis, l'autre chose que j'ai compris aussi grâce à elle, c'est la nature profondément, inévitablement politique des corps et des existences autochtones. Elle l'écrit d'ailleurs dans son texte, elle dit « Même quand mes intentions ne sont pas politiques, mon point de départ, c'est que mes œuvres ont l'air politique, où elle dit encore « Je suis bien trop politique pour ne raconter que des histoires, des petites histoires, finalement. » Et pour moi, cette manière d'être politique, c'est un renversement de position, parce que moi, je suis résidente permanente ici, je suis pas citoyenne, j'ai pas de droit civique, j'ai pas de droit politique, et que le politique, par évidence, bien du coup, c'est l'autre, c'est encore plus l'autre, c'est encore plus elle qui est l'autochtone finalement. Et du coup, je sais, parce que j'ai été engagée politiquement, je sais le prix de cet engagement-là face à l'histoire, face aux réalités. Je sais les disputes, les insultes, les menaces aussi qu'on reçoit. Et du coup, je me dis, mais mon premier réflexe, c'est de me dire, c'est pas grave, je peux les supporter. Je l'ai déjà fait ailleurs. Je peux supporter d'être en avant-plan et de prendre sur moi, contre moi, toutes les violences qu'on fait à ceux qui s'engagent. Et puis, avec les Maracle, je me dis, mais non, en fait, pour moi, la manière de faire de la politique ici, c'est peut-être plutôt de laisser la place aux peuples autochtones pour qu'ils en fassent, en fait. Et du coup, c'est ça le renversement. Mon engagement ici, c'est un céder le passage aux autres. C'est une mise en retrait, en quelque sorte. Pas comme une politesse, mais comme une véritable responsabilité, en fait. Et du coup, cette idée de la frontière, je me suis dit... même Lee Maracle, elle a la générosité de penser, y compris
ma position, moi, la migrante, dans cette vaste ensemble d'engagement, parce que elle y est sensible aussi. Elle décrit d'ailleurs la réalité que je vis au moment où je lis son livre. Elle dit, je la cite, les Canadiens ont aussi une réputation fallacieuse de bonté ou de gentillesse. Des milliers d'immigrants sont reçus chaque année au Canada, mais la reconnaissance de leur diplôme se fait à un rythme d'escargot. Et les nouveaux ou nouvelles arrivants ou arrivantes se voient souvent forcés de travailler en double pour des salaires très inférieurs à ceux pour lesquels leurs compétences professionnelles les qualifieraient, en attendant que leur dossier soit traité et qu'on leur permette d'exercer la profession pour laquelle ils et elles ont été formés. Et elle décrit ça comme un scandale, en fait, un scandale que les Canadiens ignorent ou ils vivent dans le déni par rapport à ça. Et je trouvais quelle élégance je trouvais de la part de Lee Maracle, qui est dans cette position de génocider, finalement, d'avoir encore la générosité, la grandeur d'âme, j'oserais dire, du regard sur les autres, cette solidarité, de suggérer, dans le fond, je l'ai pris un peu comme ça, qu'il pouvait y avoir une alliance entre ces migrants aux conditions précaires et puis la sienne propre, bien sûr. Oui, et on revient dans une certaine mesure à la phrase de l'introduction du livre que tu as cité à quelques reprises déjà aujourd'hui, où Lee Maracle, elle explique qu'elle ne se situe pas dans le camp de ceux et celles qui diraient retourner dans votre pays, par exemple, parce qu'il y a des situations d'immigration aussi qui sont pas nécessairement celles de la colonisation, de la colonie de peuplement, bien sûr, et avec ce passage-là et avec cette attention et ce souci des autres que tu viens de nous montrer par ce passage, elle se positionne pas du tout dans une optique qui serait séparatiste, au sens où ce serait un travail politique pour elle ou pour son peuple ou pour les peuples autochtones de manière générale. Et après moi, le déluge, c'est plutôt une vision globale de la société qu'elle épouse dans son texte. Et ça m'a donné une sacrée leçon, en fait, de voir qu'elle avait su faire ça de sa colère. On travaille toujours sa colère, on travaille avec sa colère, on travaille sa colère. Et je me suis dit qu'elle était beaucoup plus mature que moi, en fait. Parce que moi, dans le moment où j'étais, j'arrêtais pas, d'ailleurs, je disais, mais moi, si j'étais une femme autochtone, mais je serais en colère. Je dirais aux Blancs de rentrer chez eux, je me battrais pour récupérer ma terre, je serais peut-être violente. Je savais tellement pas quoi faire de cette colère que je la trouvais d'une sagesse infinie et d'une générosité infinie. Et j'aimais la manière complètement lucide qu'elle avait d'être généreuse, parce que par ailleurs, elle ne rabat pas du tout sur les mythes qui fondent le Canada, dans le fond. Et je repensais en la lisant à cette phrase de l'attaché culturel du consulat de France qui m'avait dit, il est parti maintenant, et qui m'avait dit, à un moment, tu réaliseras que le Canada est le pays des faux mythes. Et je m'étais dit, mais des faux mythes, mais de quoi parle-t-il? Et donc, il pensait à la politique d'accueil au multiculturalisme, au bilinguisme français-anglais. Alors, évidemment, Colombie-Britannique, ça, on en est loin. À toute la gentillesse, soi-disant, des Canadiens envers les peuples autochtones, ou à leur volonté de préserver la nature. Et quand je l'écoutais, je me disais, mais mince, ça se trouve, je vais découvrir que je me suis complètement trompée de pays, que je vais vivre un truc horrible ici, au lieu des images un peu catalogues qu'on a toujours. Je me sentais en plus tellement perdue, là, complètement plantée à l'autre bout du monde, très loin de mon Europe. Et là, encore une fois, Lee Maracle m'a guidée, parce qu'elle le reconnaît aussi, mais elle en parle d'un point de vue qui, pour le coup, est son point de vue à elle et qui valide complètement, légitime complètement la phrase de cet attaché culturel. Elle dit, je la cite, les Canadiens entretiennent à leur propre égard un mythe en apparence inviolable, celui de leur innocence. Ils et elles nous ont donné des choses, ont fait preuve de bonté envers nous. La réalité est que le Canada s'est emparé de vastes étendues de terre, ne nous en laissant concrètement que de petites parcelles, comme si le Canada possédait tout et que nous n'avions rien, pas même une cuillerée de poussière. Le Canada affirme nous avoir donné ses terres et les Canadiens croient qu'en effet le Canada nous a fait don de ses réserves.
Et puis à un autre moment, elle parle de ce fameux multiculturalisme dont on nous parle beaucoup quand on arrive ici. Elle dit une mosaïque culturelle et le rassemblement de cultures également reconnues et pratiquées qui misent ensemble enrichissent un groupe culturel appelé les Canadiens. Mais ça ne s'est jamais produit. Le Canada est une nation dominée par la Grande-Bretagne qui rabaisse toutes les autres cultures et promeut la sienne. Et quand j'ai lu ça, j'ai réalisé tout le sens et toute la profondeur sociale et historique du fait que j'avais immigré, oui, au Canada, mais surtout et peut-être avant tout en Colombie-Britannique. Mm-hmm. Oui, c'est dans le nom de la province, qu'on oublie peut-être parfois trop facilement les origines et l'actualité coloniale de cette province et de ce pays. Mais tu vois, ta réaction face à ces propos de Maracle qui sont, à défaut d'un meilleur terme, je vais dire, directs, froids peut-être aussi, qu'on pourrait considérer comme étant, si on est assez fragile, on pourrait considérer qu'il s'agit d'une certaine forme d'attaque envers les Canadiens et les Canadiennes, mais ce n'est pas ça du tout, parce que la manière dont Lee Maracle pratique la conversation dans son livre, pour moi, elle est imprégnée par les éthiques et les politiques du care. C'est parce qu'elle se soucie des autres qu'elle prend le temps et qu'elle se donne la peine de rédiger ce livre-là, et que toi, tu as pu le recevoir comme ça et te transformer à son contact. Dans son livre, elle écrit à un moment donné « Mon humanité repose sur le fait que je me soucie des autres. » Et tout juste un peu plus loin, elle dit « Je suis certaine de faire ce travail parce que je me soucie d'autrui. » Parce qu'en réalité, si elle se souciait pas du tout des Canadiens et des Canadiennes non autochtones, qu'est-ce qu'elle aurait à leur dire? Elle n'aurait pas une centaine de pages à remplir sur ce sujet-là. Et donc, pour moi, la conversation, dans cette optique-là, je la comprends pas uniquement comme un échange de paroles. Et je la comprends surtout pas comme un débat à l'occidental, ces débats qu'on nous enseigne à l'école dans lesquels on essaie de convaincre l'autre de sa supériorité morale ou de notre supériorité morale, je devrais dire, ou de la logique de nos arguments. Donc, un débat dans lequel l'objectif, c'est de convaincre et de faire en sorte que l'adversaire, si on veut parler en termes un peu militaires, se range à notre opinion parce qu'on l'a convaincu qu'on avait raison et donc que nous étions supérieurs à lui ou à elle. Et donc, c'est pas ça qu'on retrouve, mais pas du tout dans le livre de Maracle. Et pour moi, vraiment, comme toi, tu as utilisé le terme guide, je pensais au terme maître. Lee Maracle, pour moi, c'est une enseignante. Et côtoyer son écriture, surtout cet ouvrage, parce que c'est de celui-là dont on parle, mais son écriture de manière générale ou ses prises de parole, ça m'enseigne différentes manières d'établir une relation de care dans les conversations dans lesquelles moi, je vais décider de m'engager. Et c'est ce que je vois dans son texte. Si elle s'adresse aux Canadiens et aux Canadiennes et qu'elle nous raconte les histoires qui ont été dissimulées par les puissances coloniales suprémacistes, elle s'adresse à nous depuis la table de la cuisine. Elle est assise à la table de la cuisine quand elle nous raconte ces histoires et elle les raconte d'une manière qui est très familière pour qu'on puisse justement entrer en conversation. Donc, il n'y a pas d'intimidation, il n'y a pas de démonstration de supériorité, il n'y a pas de grands jeux rhétoriques pour... elle ne déploie pas toutes ces fleurs de rhétorique pour nous convaincre que son argumentation est celle à laquelle on doit adhérer. Plutôt, elle part de sa longue expérience et répond aux questions qui lui ont été posées tout au fil de sa carrière depuis sa propre perspective, qui est celle d'une personne autochtone. Ça, on peut pas je pense que c'est faire abstraction de cet aspect-là. Il reste plus rien dans le texte. Tout est ancré dans son autochtonie. Et elle le fait non seulement pour rétablir la vérité du projet colonial, mais aussi pour nous inviter à comprendre qu'à nous aussi, on nous a menti. Et c'est ce que tu racontais il y a quelques instants en tant que migrante. J'imagine que tu as dû consulter les sources officielles du gouvernement, les manuels de citoyenneté et tout ça. Et moi, en tant que gamin ayant grandi sur le territoire, on m'a appris l'histoire à l'école, à travers la culture, etc. Cette histoire qu'on nous a racontée, elle était pleine de trous, tellement pleine de trous qu'on pourrait très facilement la rapprocher du mensonge. Et une fois qu'on a appris qu'il y avait tous ces mensonges-là qui nous empêchaient
empêchait de regarder la réalité en face. Ben, qu'est-ce qu'on en fait de cette réalité-là? C'est ce que Lee Maracle ne nous dit pas, mais ça nous appartient justement dans cette conversation-là. Il y a un retour qu'on doit formuler à quelque part. Et donc, je pense que le travail intellectuel et émotionnel que Lee Maracle a abattu et accompli dans cet ouvrage-là peut nous permettre de nous libérer de notre ignorance, alors qu'elle aurait pu tout simplement nous envoyer nous faire foutre. Et c'est d'ailleurs l'esprit de la phrase que tu as citée dans ta lettre et dont on parlait tout à l'heure. Elle nous invite à tomber amoureux ou amoureuse du territoire par la rencontre qu'elle orchestre par ses mots, par les conversations, par les histoires qu'elle nous raconte. Et elle nous les raconte, je le répète, je sais, je viens de le dire, mais assise à la table de la cuisine, dans une forme très familière, qui est celle de la grand-mère qui raconte une histoire à ses enfants dans la cuisine, une forme qui est très, très proche de l'oralité, même si on parle d'un livre qui a été écrit, donc publié avec des mots imprimés sur le papier. Mais je pense que, enfin, on en reparlera dans quelques instants, mais il y a vraiment quelque chose de très, 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 très important et de très puissant dans la forme que Lee Maracle donne à ses conversations. Oui, tu as raison, on le sent. Et en même temps, il y a une portée, c'est à la fois très familier, on est à la fois dans sa cuisine et en même temps, on est partout à l'extérieur, oui. Sur ce territoire, un territoire qui est plein, qui pourrait être plein de colère, une colère qu'elle a travaillé assez pour tenir, y compris un propos, alors qui n'est pas théorique, parce que c'est pas sa manière de s'exprimer, mais qui apporte une pierre à l'édifice théorique de penser la violence. J'ai été très, très marquée par ce qu'elle écrit dans son livre. Elle dit « Je suis une stolo, je n'ai pas de problème à utiliser mes poings pour me battre, mais je ne préconise pas cette voie. La violence ne fait donc jamais partie de mes plans. » Et moi, c'est quelque chose qui m'obnubile, cette question de la violence. Qui est violent? Contre qui? Est-ce qu'on peut être violent avec la violence, dans cette sorte de retour à l'envoyeur, en fait, de retournement, jusqu'où on peut aller, jusqu'où on doit aller. Et moi, ce qui me frappe dans ce livre, c'est peut-être celle de l'assignation, justement, dont Lee Maracle est victime en tant que personne autochtone, qui est faite par l'État colonial, par sa police, et à laquelle les colons participent d'une certaine manière, y compris à leur corps ou à leur conscience défendue. Elle dit, il n'est pas possible d'être, alors pardon, elle dit indien, mais elle le dit avec des guillemets, elle l'écrit dans le texte, guillemets, il n'est pas possible d'être indien ou indienne si le gouvernement colonial, les colons et leur police de l'identité ne disent pas que vous l'êtes. Et moi, j'étais obnubilée. Je me disais, voilà, ça fait partie de cette fameuse conversation qu'on veut avoir dans le cadre de ce processus de vérité et de réconciliation. Pour moi, il n'y a pas de réconciliation s'il n'y a pas de vérité. Ah non, absolument. C'est ce que tu disais. Oui, c'est ce que tu disais aussi. On nous a menti à tous, dans le fond. Et du coup, elle plaide pour cette forme-là de vérité dans la réconciliation, de vérité de réconciliation. Et on sent bien que si on veut s'engager, nous aussi, dans cette conversation, ça va nous coûter. Ça va nous coûter bien plus que ce qu'on avait anticipé en première intention, et même de bonne foi. Quand elle le dit très crûment. Elle dit, je crois que quelqu'un l'interroge à un moment donné, elle raconte ça dans le livre, elle donne une conférence, puis quelqu'un l'interroge dans le public en lui demandant quel sens elle donne, elle, à la réconciliation. Et elle répond très crûment, elle dit, en fait, ce serait un bon début de commencer juste par arrêter de nous tuer, en fait. Et moi, j'étais habitée par cette phrase, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qu'on fait, nous, dans nos vies, qui font qu'on contribue à continuer à faire tuer des autochtones. Et là, j'avais les mots de James Baldwin en tête, des mots qui sont, je crois que c'est dans Le Retour dans l'œil du cyclone, qui est un des ouvrages qui a été publié, qui était de plusieurs textes qui étaient parus entre 1960 et puis le milieu des années 80, mais qui est paru au milieu, en 2015, je crois. Et il dit ceci, je crois qu'il entre en conversation là avec Maracle, il dit « Nous aurons besoin de toute la force morale que nous pourrons rassembler, car tout est en train de changer. Depuis notre conception de la
politique jusqu'à celle de nous-mêmes. Et il est certain, tandis que nous entrons dans la métamorphose la plus étrange de toute l'histoire, que nous connaîtrons la souffrance de devoir abandonner bien plus que nous estimions avoir accepté. Et pour moi, ça rentre en résonance avec les mots de Lee Maracle et avec les engagements qu'on peut avoir dans ces fameuses conversations qui sont des conversations orales, Oui. comme tu le disais, mais qu'on n'a finalement pas si souvent, parce qu'en fait, je dois avouer que si ce livre a été aussi structurant pour moi, c'était parce que Lee Maracle était une des rares avec qui, en réalité, par livre interposé, et alors même qu'elle était morte, je conversais le plus à propos de ce qu'était la colonisation, ce que devait être la décolonisation, et quelle place je pouvais prendre dans ce récit, parce que c'est un récit finalement, autant qu'un processus de vérité et de réconciliation. Oui, mais tu dis récit, bien sûr que dans tout récit, qu'il soit écrit ou oral, il y a, que ce soit implicite ou explicite, mais il y a quelqu'un à qui ce récit s'adresse. Mais je pense que la forme du texte de Lee Maracle, qui est une forme, je le disais, très, très près de l'oralité, je pense qu'elle va faciliter l'entrée de quelqu'un comme toi ou moi, ou comme n'importe qui d'autre, mais d'une personne qui se place donc en position de recevoir le récit, mais qui le reçoit d'une manière qui l'invite à réagir. Même si, bien sûr, on est très conscient et consciente qu'on est en train de lire un livre et donc on peut répondre à voix haute dans la baignoire, par exemple, parce que moi je lis dans la baignoire, bien sûr, mais je peux répondre à voix haute, mais je n'aurai pas un retour immédiatement, mais ce récit reste en moi et m'habite, et ensuite il m'invite à agir et à faire quelque chose de ce que je viens de recevoir. Et c'est ce qui m'a fait penser beaucoup, beaucoup, beaucoup tout au long de l'essai de Maracle. J'ai beaucoup pensé à Thomas King pendant ma lecture. Thomas King, écrivain Cherokee, installé au Canada depuis plusieurs décennies, qui a été le premier conférencier autochtone invité à prononcer une des prestigieuses Massey Lectures qui sont offertes à Toronto et diffusées par CBC, dont le texte a été publié en 2003, The Truth About Stories. C'est un texte extraordinaire que je lis jusqu'à tout récemment. Je dois dire que je l'ai lu peut-être une fois par année à peu près depuis que je l'ai découvert, et je le lis et je l'écoute en même temps parce que c'est aussi une performance orale, c'est une conférence. Donc, on peut l'écouter en ligne sur le site de CBC Massey Lecture, et on peut le lire dans le texte en même temps, donc dans la baignoire ou ailleurs, peu importe. Ou dans la cuisine. Voilà, dans la cuisine, dans la baignoire, à l'extérieur, peu importe où on se trouve. Et comme chez Maracle, chez King et dans les épistémologies autochtones de manière générale, les histoires qui sont racontées sont pas uniquement racontées pour divertir. Ça peut être un des objectifs de ces histoires, bien sûr. On connaît des pièces de théâtre, de la musique, des films, des romans, des recueils de poésie autochtone qui ont un objectif de divertissement, le bon terme très générique pour dire que c'est de l'art et qu'on veut que le lectorat ou les spectateurs et spectatrices apprécient la forme artistique, mais c'est aussi un véhicule privilégié pour partager et transmettre du savoir. Et donc, l'oralité, dans cette perspective-là, elle n'est pas considérée comme le parent pauvre de la littérature. Et ça, c'est un autre enseignement que j'ai reçu de la part de Lee Maracle, de Thomas King et de beaucoup d'autres auteurs et autrices autochtones que j'ai côtoyés dans les dernières années, dans la dernière décennie, c'est que l'oralité, elle est élevée, ou enfin, elle est présentée comme étant équivalente ou enfin de valeurs similaires avec l'écriture. Et donc, on réfute comme ça la hiérarchie coloniale qui octroie à l'écrit une valeur moralement et même factuellement supérieure. Et toi et moi, on est tous les deux des universitaires, donc on sait à quel point le poids de l'écriture est important, que moi-même, en tant qu'auteur et écrivain, je suis attaché à l'écriture, mais j'apprends, en côtoyant les textes comme celui de Maracle, à ne pas faire cette hiérarchie, à ne pas établir cette fausse échelle de valeur où un texte, un savoir qui serait mis par écrit serait fondamentalement et intrinsèquement supérieur à un savoir qui serait transmis de façon orale.
Et dans son livre Lee Miracle, elle rejette également le mythe de l'objectivité savante. Elle écrit: l'objectivité est une ruse que nous transmettons à nos étudiants et étudiantes et que nous utilisons pour barrer la route à celles et ceux qui n'ont que peu ou pas confiance dans le capitalisme. Et ça me touche beaucoup en tant que chercheur, professeur, enseignant, etc., mais en tant qu'être humain de manière générale aussi, parce que le savoir écrit dans certaines disciplines, il est fortement gardé par les forteresses capitalistes. Parfois, on doit payer des centaines de dollars pour accéder à un article savant dans une revue pour laquelle les auteurs ont dû payer pour y être publiés. Donc, il y a quelque chose de très absurde dans tout ce système-là. Et il y a, à travers l'histoire, des tas et des tas d'exemples de faits scientifiques qui se sont ensuite avérés faux. Et Lee Miracle elle fait référence à quelques-uns de ces faits scientifiques qui ont été démontés ou enfin qui ont été contredits par la science par la suite, où elle fait aussi référence à un événement qui a beaucoup marqué l'imagination, en tout cas qui a beaucoup marqué mon imagination depuis que j'en ai entendu parler pour la première fois. C'est la crise du hantavirus en territoire Navajo en 1993. Il y a d'ailleurs tout un épisode de la célèbre série Forensic Files qui est consacré. C'est un épisode qui a quelques années d'âge déjà, donc peut-être que les auditeurs et les auditrices sauront de quoi je parle, mais sinon, on le rendra disponible sur notre site web. Vous pourrez le consulter à cet endroit-là. C'est qu'il y avait, comme le titre, le nom de l'événement le dit, une crise de hantavirus, donc une épidémie assez importante sur le territoire Navajo en 1993. Et les scientifiques étaient complètement incapables de d'abord identifier la source du problème, parce que les gens mouraient ou étaient très malades, mais on ne savait pas de quoi exactement ou comment ils avaient contracté ce virus. Et qu'est-ce qu'on devait faire? Ils ont cherché avec tous les outils de la science qui étaient disponibles à l'époque, mais c'est finalement une histoire qui a été racontée par une aînée de la nation qui a permis de découvrir la source de l'épidémie et ensuite d'expliquer aussi la transmission du virus aux êtres humains, ce que les scientifiques n'arrivaient pas à élucider. Et donc, c'est une histoire orale qui était une histoire, je vous passe les détails parce que c'est un peu complexe, mais une histoire à propos de souris qui vivaient dans la même maison que des êtres humains. Et qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on ne doit pas laisser des souris habiter dans la même maison que nous, etc. Une histoire que l'université ou que la science aurait jugée complètement insignifiante et inutile, mais c'est cette histoire-là qui a fourni les clés nécessaires pour éradiquer le virus de la communauté. Et Miracle a dit « Chaque histoire a son utilité », ce qui est très, très, très fort et qui me rappelle beaucoup The Truth About Stories de Thomas King. Encore une fois, le pouvoir des histoires qu'on raconte, parfois, il ne se trouve pas là où on l'attendrait. Et c'est des histoires qui peuvent être partagées par des tas de canaux, tous très différents. Donc, c'est pourquoi moi, je retiens dans les propositions de Lee Miracle, elle propose qu'on utilise l'expression « word art » plutôt que de parler de littérature, par exemple, ou de faire des énumérations très, très longues. Parce que « word art », pour Lee Miracle, donc l'art verbal ou l'art des mots, on pourrait le traduire de plein de façons différentes, ça englobe tous les arts qui sont créés à partir de mots. Et elle donne comme exemple le hip-hop, la poésie populaire, le slam, l'oralité, la mise en récit et ainsi de suite. Et elle rappelle que le word art, l'oralité chez les Stolos et pour les peuples autochtones de manière générale, c'est un système de transmission qui permet d'enseigner les lois, les systèmes politiques, les systèmes médicaux, les coutumes, etc. Donc, ça permet de transmettre énormément de savoir. Mais c'est intéressant ce que tu dis, comme tu le dis, parce que cette histoire, alors moi je dois avouer que je n'ai pas vu la série Forensic Files, mais qu'en revanche je connaissais l'histoire de la crise du hantavirus et par transmission orale, puisque si mes souvenirs sont bons, tu en parles à tes étudiants oui. Dans le cours que j'ai suivi, ton cours, et c'est comme ça que je l'ai découvert, dans le fond. C'est aussi là que j'ai eu
eu la claire et grâce à ce cours, dans le fond, la claire sensation de ce que c'est. Alors, le word art, je ne sais pas, mais en tout cas, ce que tu appelais et ce qu'on appelle finalement les littératures avec un S, ces fameuses littératures au pluriel et qui ne sont pas que de texte. Et je crois que quand on vient d'Europe, j'ose dire, de cette vieille Europe, et là je la dis vieille à dessein, même si c'est pas de l'agisme, j'aime sa vieillesse, on a souvent tendance à oublier ça. Et pourtant, nous aussi, sur les territoires d'Europe, on en a eu des histoires orales et on s'est transmis des choses comme ça de manière orale. Et voilà, c'est le word art de Lee Maracle, c'est notre littérature avec un S. Oui, et c'est aussi le texte dans la perspective sémiotique. Donc, quand on parle de texte, ça peut être une publicité à la télé, ça peut être une réclame sur l'autoroute, ça peut être une performance de danse, un spectacle de musique. Donc, il y a dans ce que Lee Maracle appelle word art, c'est tout ce qui utilise les mots finalement. Et elle raconte à un moment dans son livre une anecdote personnelle qui illustre vraiment de façon extrêmement précise le clash des ontologies, si je peux dire les choses comme ça, quand on considère la littérature ou les littératures dans une perspective occidentale qui octroie une valeur supérieure à toute autre forme, une valeur supérieure à la littérature contrairement à toutes les autres formes. C'est une anecdote qui est en lien avec sa propre pratique de l'écriture romanesque. C'est une anecdote qui me fait beaucoup rire parce qu'elle révèle. Donc, Lee Maracle, elle écrit « À l'époque où a été publié mon roman « Le chant de Corbeau », la critique littéraire masculine l'a descendu comme contenant trop d'informations échappant au domaine de la littérature. C'est-à-dire qu'on trouvait dans le récit des connaissances médicales, de la sociologie, de la politique et aucune lutte à proprement parler entre protagonistes et antagonistes. Et donc, moi, bien sûr, c'est pas hilarant à s'enrouler par terre, mais ce que je trouve drôle, c'est qu'on oppose littérature à connaissances médicales, sociologie, politique, etc. Donc, la littérature, elle est complètement séparée du reste du monde. Elle est supérieure à tous les autres types de discours. Mais ça, c'est une perspective qui est employée par la critique littéraire euro-canadienne, si on veut dire les choses comme ça, qui est possible parce qu'on évalue le texte à partir de critères qui n'ont rien à voir avec le storytelling comme il est pratiqué dans les communautés autochtones, pour qui l'oralité, ça ne se limite pas à un seul type de contenu. Et Lee Maracle, encore une fois, elle l'explique dans son livre, elle dit « Notre oralité ne concerne pas seulement nos histoires ». Oui, bien sûr, il y a les histoires qui sont racontées, donc les mythes, les légendes, etc. Mais elle écrit notre oralité touche notre sociologie, nos sciences, notre horticulture, notre aquaculture, notre médecine, nos lois, nos systèmes politiques et finalement nos histoires. Donc, il y a de tout dans le texte, il y a de tout dans la littérature, il y a de tout dans l'oralité. Et oralité, art, littérature, politique, activisme, science, tout ça, pour Lee Maracle, de la manière dont je le vois, enfin, ou je le lis dans son texte, c'est pas des disciplines distinctes, c'est pas des champs dissociés les uns des autres. Il semble pas y avoir de frontières disciplinaires comme on aime les ériger dans les universités occidentales. Il y aurait un seul mouvement qui traverse toutes ces disciplines-là, toutes ces formes-là. Et si on peut comprendre que l'art est une manière de propulser les changements sociaux, par exemple, les changements qu'on voudrait voir advenir, on peut aussi imaginer que les changements dont on souhaite, on peut les faire advenir à travers leur mise en récit. Et c'est là tout le pouvoir des histoires qu'on se raconte et du storytelling. Et c'est ce que Thomas King dit aussi dans The Truth About Story. Si vous voulez changer la société, changez les histoires qu'elle se raconte. Et à ce propos-là, Lee Maracle, elle écrit « La voie à suivre est toujours claire pour nous. Nous rassembler, développer une stratégie, puis créer l'art qui mettra en place la stratégie et aller de l'avant sans laisser personne de côté. » Et ça, c'est une intuition qui est semblable à celle que j'essaie de nommer et que toi et moi, on essaie de développer à travers notre projet. L'intuition qui est la mienne quand je dis que la littérature est un lieu. À cet effet-là, je retourne à Nicolas Bourriaud, qui est commissaire d'art, critique et théoricien français, à qui on doit entre autres le concept d'esthétique relationnelle. Et il l'exprime différemment, mais il semble arriver au même constat quand il examine ce qu'on peut appeler aujourd'hui le relational turn dans la critique artistique ou dans la pratique artistique en général. Donc, je vous lis un tout petit extrait du texte de Nicolas Bourriaud. Il écrit...
On ne cherche plus aujourd'hui à progresser par opposition conflictuelle, mais par l'invention d'assemblages nouveaux, de relations possibles entre des unités distinctes, de construction d'alliances entre différents partenaires. Les contrats esthétiques, comme les contrats sociaux, sont tenus pour ce qu'ils sont. Personne n'entend plus instaurer l'âge d'or sur Terre et l'on se contentera volontiers de créer des modus vivendi permettant des rapports sociaux plus justes, des modes de vie plus denses, des combinaisons d'existence multiples et fécondes. De même, l'art ne cherche plus à figurer des utopies, mais à construire des espaces concrets. Donc, l'art cherche à construire des espaces concrets. C'est là-dessus que mon attention se porte. Il y aurait sans doute plusieurs choses à nuancer dans le portrait qui est dressé par Bourriaud, notamment la nouveauté relative de ces esthétiques, parce que si on retourne dans les productions autochtones, notamment les productions orales millénaires, on se rend bien compte que ça n'a rien de nouveau du tout. C'est simplement que le monde occidental peut-être se les ait appropriées maintenant et les formule dans un langage qui est intelligible pour l'institution universitaire occidentale. Mais moi, ce sur quoi je veux surtout insister, c'est sur l'idée d'espace concret, de lieu construit par l'art, par la littérature ou par les littératures. Et donc, quand je dis que la littérature est un lieu, ben, c'est un lieu où on se raconte des histoires, bien sûr, mais c'est aussi un lieu où on se permet de transmettre des ontologies, des formes de vie. C'est un lieu que, si on pense la littérature comme une praxis et comme une éthique, qui peut être le terrain d'inscription de plusieurs luttes essentielles à la survie de l'humanité. Donc, la littérature est un lieu où convergent nos angoisses de fin du monde, mais aussi nos fulgurances de survie. Mais pour qu'on puisse y avoir accès, il faut savoir se placer à l'écoute des conditions qui sont énoncées dans les œuvres comme sur le territoire, pour que la littérature puisse nous apprendre à vivre autrement. Et donc, dans la foulée de ma lecture de Lee Maracle, je me permets d'affirmer qu'avec J'habite où je lutte, avec ce podcast, toi et moi, on contribue à construire la littérature comme ce lieu. Un lieu où on espère que d'autres, évidemment, nous rejoignent Absolument. de toutes les manières qu'ils ou elles veulent. On prend tout. J'ai envie de dire, on prend tout et on veut accueillir tout, que ce soit des textes, des illustrations, tout, voilà, on accueille tout et on a envie évidemment que ce projet essaime, que ce projet transforme le monde, parce que je crois que c'était aussi l'intention, même si elle n'a pas la maladresse littéraire, j'ose dire, de l'écrire comme ça. Je crois que c'est ça qu'elle veut, c'est qu'on soit un allié, une alliée dans la transformation du monde, et je crois que c'est le moment, c'est justement le moment de ça. Et on a envie de prendre toute notre part dans ce projet-là. Alors, c'est important, cette question des récits aussi, parce que dans l'idée de trouver un récit qui permette de transformer le monde, moi, je peux pas m'empêcher de penser à ce que j'entends dans les lieux militants écologistes ou les lieux militants féministes, et qui sont tous à la recherche d'un récit. Hein. Ça a été beaucoup à la mode ces dernières années de se dire que finalement, si l'écologie fonctionnait pas, c'est que on n'avait pas le bon récit, on avait fait peur, ou on avait angoissé, ou que les féministes avaient des récits trop radicaux, qui faisaient peur, etc. Et c'était toujours une question de récit. Et dans le livre de Lee Maracle, dans les choses qu'elle convoque pour nous faire penser finalement ce monde meilleur qui pourrait être, moi je vois un point de vue féministe, puis je vois un point de vue écologiste. Alors évidemment, ce serait tout un autre sujet, peut-être d'autres conversations, de détailler tout ça. Mais je crois que c'est important de le souligner parce que, en même temps, elle le dit très clairement. Elle dit, elle écrit, on ne peut que le constater, le patriarcat, le racisme, l'homophobie, le rejet de la transidentité, le sexisme, nous sont tous étrangers à nous, peuples autochtones, dit-elle. Dans le passé, nos sociétés étaient complémentaires du point de vue des sexes et redonner leur place à nos sociétés du point de vue du sexe est un acte féministe. À la fois, elle pointe la vérité des mots que les Blancs ont amené avec eux, les mots MAUX pour le coup, mais aussi de renvoyer finalement
pas que d'un revers de main, parce que c'est un geste responsable de nous dire, mais voilà, finalement, elle le dit comme ça, la responsabilité leur incombe, donc à eux, finalement, les colons, de changer leur société dont le cœur est le racisme, le colonialisme et le patriarcat. Et elle nous renvoie à ça. C'est nous qui l'avons apporté, c'est nous qui avons ce problème, c'est nous qui l'avons créé, c'est nous qui l'avons engrainé dans les transmissions intergénérationnelles des peuples autochtones entre eux, notamment avec ces pensionnats où on a voulu éduquer, soi-disant. Entre guillemets, ouais, bien sûr. Avec des très gros guillemets, suréduqués, christianisés, enfin bref, tuer l'Indien dans l'enfant, comme il disait. Et ce génocide-là, culturel, eh bien finalement, elle nous l'envoie, elle nous dit, c'est vos sociétés qui ont un problème, c'est à vous de le régler. Le problème, c'est qu'il faut qu'on le règle ensemble, parce que maintenant, on fait société ensemble, avec cet état de catastrophe, finalement, qu'on a induit sur ce territoire. Et c'est un peu la même chose sur le plan, si on regarde son texte d'un point de vue écologiste, parce que finalement, on a détruit, on a pillé, on a souillé, on a pollué ce territoire avec l'extractivisme, avec notre société capitaliste, ultralibérale, alors que dans le fond, il gardait la terre, il s'en occupait d'une manière qu'on dirait peut-être maintenant renouvelable, avec des gros guillemets. On essaie de réapprendre, on reconvoque d'ailleurs dans la gestion des forêts, notamment en Colombie-Britannique, les savoirs et le savoir-faire autochtone dans la prévention des feux. Et moi, j'ai souvent l'impression qu'on se retrouve là un peu dans la position de l'arroseur arrosé, finalement. On est venu, on a débarqué sur cette île de la Tortue, on l'a colonisée, on l'a abîmée, on l'a pillée, on l'a souillée, et maintenant, c'est aux peuples autochtones qu'on a génocidés, qu'on demande de l'aide, finalement, pour réapprendre à s'occuper d'un territoire qu'on a non seulement détruit, mais dont on leur a interdit l'accès à bien des endroits, sous prétexte souvent de protéger la nature ou de la préserver. On a expulsé les peuples autochtones qui vivaient là. Et voilà, on se retrouve maintenant dans la situation où on se sent un peu, j'ose dire le terme en français un peu familier, on dirait on se sent péteux. Un peu, on est là avec notre honte et parfois aussi notre culpabilité, d'essayer de réapprendre à être écologiste, réapprendre à être féministe, réapprendre à faire toute la place qu'il faut aux non-humains de ce territoire avec qui ils étaient en conversation. Encore une conversation qu'on a rompue en arrivant sur le territoire et qu'il faut maintenant restaurer. Alors voilà. Le livre de Lee Maracle, il est essentiel. Oui. Il est essentiel aux littératures, puis il est essentiel aux luttes, parce que la sociologie et la sociologie politique est une lutte. Et voilà, elle arrive à tenir tout ça ensemble dans un livre qui est un immense cadeau à nous tous, et qui doit circuler. L'espace de la pensée est immense. La volonté de lutter, toujours renouvelée. Pour un autre monde, une autre humanité. J'habite ou je lutte. Je lutte. Sur ce thème, il y aurait encore tant d'autres choses à dire, à partager. Poursuivons les échanges par site web interposé. Retrouvez-nous sur j'habiteoujolutte.com pour découvrir les références des livres cités, des textes inédits, des entrevues, des vidéos, des photos, des illustrations. Et puis n'hésitez pas à nous écrire, à nous rejoindre. Ce projet est aussi le vôtre et vous y êtes les bienvenus. J'habite où je lutte est une production indépendante écrite, réalisée et animée par Vanessa Jérôme et Pierre-Luc Landry. Avec au montage, Sofian Al-Kurdi. À l'habillage sonore, Stéphania Bécanou et Sofian Al-Kurdi. Et à l'habillage visuel, Stéphania Bécanou.